Alors, bonjour. Bienvenue officiellement au webinaire Les clés de la réussite aux études supérieures. Je me présente, je suis Amélie Bédard, je suis coordonnatrice d'opérations à la Faculté des études supérieures postdoctorales et aujourd'hui, je suis avec ma collègue Marie-Ève Routier, qui est agente de recherche et de planification aussi à la FESP. Donc, on est contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des études supérieures. Et ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est d'abord essayer de vous faire connaître un peu plus la FESP, ce qu'on fait à la FESP, quels sont les services aussi qu'on peut vous offrir durant votre cheminement. On va parler aussi de la préparation du projet de recherche, principalement pour les étudiants qui sont à la maîtrise recherche et doctorat. Donc, on va parler du projet de recherche et d'encadrement. On va parler également du processus d'évaluation des mémoires et thèses. On va parler également de la rédaction de mémoires et thèses, des outils qui peuvent vous aider dans cette rédaction-là. On va faire un passage également sur les bourses et le soutien financier que vous pourriez bénéficier durant votre cheminement. On va parler de l'offre de formation sur le développement des compétences professionnelles. C'est une offre de formation qui s'adresse principalement au troisième cycle. Et on va vous présenter à la toute fin certains guides et outils essentiels et sources d'informations que l'on considère très pertinentes à connaître lorsque nous sommes aux études supérieures. Donc, Marie-Ève, je vais te laisser la parole pour la première portion du webinaire. Merci, Amélie. Est-ce que vous m'entendez bien? On dirait que, Amélie, est-ce que tu me confirmes qu'on m'entend bien? Oui, moi, je t'entends bien. Je ne sais pas si les autres, est-ce que dans le chat, on nous dit... On semble nous dire que ça va bien. Parfait, merci. Alors, je commence dès maintenant. Ça me fait vraiment plaisir là, de voir que vous êtes aussi nombreux que ça aujourd'hui. Je vois qu'on est quand même plusieurs participants. Ça veut dire sans doute là, que la question des études supérieures vous interpelle beaucoup. Donc, j'espère vraiment que notre présentation va vous permettre là, de répondre à certaines de vos questions ou du moins de vous éclairer là, sur votre cheminement. Donc, tout d'abord, évidemment, le mandat de la FESP, pour lequel moi et Amélie, on travaille, c'est vraiment d'assurer une forme de leadership institutionnel et surtout de représenter l'Université Laval sur différents comités, conseils, toujours en lien avec la question des études supérieures et des stagiaires postdoctoraux. Donc, on va offrir un service de soutien à l'ensemble de la communauté universitaire, en fait, les étudiants, mais aussi le personnel et puis, évidemment, le corps professoral. Pour tout ça, pour assurer là, vraiment la qualité là, des études supérieures et de l'encadrement qui est offert au cycle supérieur. Donc, par ça aussi, un des services aussi qu'on va offrir, c'est d'apporter un appui aux facultés pour les aider dans la gestion de l'ensemble de leur programme d'études, puis toutes les activités de formation, évidemment, qui touchent là, au deuxième, troisième cycle et aux stagiaires postdoc. Ensuite, la FESP va offrir différents services là, à la communauté universitaire. On dit souvent que la Faculté des études supérieures postdoctorales va être présente dans votre cheminement aux études supérieures à partir de l'admission jusqu'à votre diplomation. Donc, à différents moments dans votre cheminement. Donc, un des premiers services, évidemment, qu'on offre, c'est tout le processus d'évaluation du mémoire et de la thèse, que ce soit en vous offrant là, des règles de présentation, en s'occupant vraiment d'emblée de tout le processus d'évaluation, à partir du moment que vous faites votre dépôt initial jusqu'en passant par le dépôt final et la soutenance de thèse jusqu'à la diplomation. Ça, c'est ce qui relève de notre équipe qu'on appelle l'équipe mémoire et thèse, là, qui s'occupe de ce processus-là. Mais la FESP va aussi offrir des services à la communauté universitaire pour toutes les questions qui touchent à l'appui à la réussite des étudiants au cycle supérieur. Donc, on est responsable des bourses de réussite. On va proposer des guides de cheminement. On va offrir des formations, des séances d'information comme on le fait aujourd'hui. En fait, toutes sortes d'outils qui vont appuyer les étudiants dans leur réussite aux cycles supérieurs. Je mets l'emphase sur le guide de cheminement à la maîtrise recherche et au doctorat. C'est un guide qu'on a développé pour vous accompagner dans tout votre cheminement à la maîtrise recherche et au doctorat par toutes les petites étapes là, qui vont se produire au cours de vos études. Donc, ce guide-là va être très utile là, pour mettre toutes les chances de votre côté là, pour cheminer dans vos études.
On va y revenir un petit peu plus tard. On va voir où est-ce qu'il se trouve sur notre site Internet. Un autre des services offerts évidemment par la FESP, c'est tout le principe de supervision là, de la qualité de l'encadrement des étudiants. Et ça veut dire de superviser avec le corps professoral et puis les facultés là, que la qualité de l'encadrement au cycle supérieur est juste et en fait de qualité. Ensuite, on va à la FESP, on est aussi responsable de la gestion des programmes d'études sur mesure. C'est des programmes qui sont offerts pour un étudiant, par exemple, qui ne retrouve pas dans l'offre habituelle là, un programme de formation qui lui convient. C'est souvent des programmes de formation qui vont être multidisciplinaires, donc qui touchent 2 disciplines. Dans ce temps-là, il est possible pour un étudiant de poursuivre un programme d'études sur mesure. La FESP est aussi responsable de toute l'offre de formation au 3e cycle sur le développement des compétences professionnelles. On va y revenir aussi en fin de présentation sur les cours de développement des compétences professionnelles. Et puis, au-delà de ça, évidemment, la FESP va être responsable de toute la signature d'entente avec des partenaires internationaux. Donc, c'est nous qui s'occupons de la gestion des étudiants qui sont en co-tutelle. Au-delà de ça aussi, la FESP va intervenir à différents moments, peut-être pour faciliter là, la résolution de litiges qu'il pourrait y avoir là, entre un étudiant, par exemple, et son directeur de recherche. C'est un exemple. Au niveau de la présentation aujourd'hui se nomme les clés de la réussite. Donc, ce qu'on voulait vous préparer, vous offrir, c'est différents outils qui vont vous permettre d'assurer votre réussite aux études supérieures. Donc, quand un étudiant envisage, par exemple, de faire des études au cycle supérieur, particulièrement, je dirais, pour la maîtrise recherche ou le doctorat, on peut parfois se sentir un peu perdu devant ce qui s'en vient. Puis, on ne sait peut-être pas toujours comment s'y prendre là, pour entreprendre ce projet qui est quand même un projet d'envergure, entreprendre une maîtrise ou un doctorat. Donc, ici, on va regarder ensemble pour vous aider là, dans votre démarche. On va essayer de faire ensemble le tour des grandes étapes à suivre pour bien préparer votre projet. Donc, évidemment, la première étape, là, avant d'entamer ou de poursuivre un programme de maîtrise recherche ou un doctorat, c'est important de bien préciser vos champs d'intérêt et votre projet de recherche. Donc, la question ici, c'est de savoir sur quel sujet plus pointu portera votre mémoire ou votre thèse. Ensuite va venir l'étape du choix de la direction de recherche. C'est vraiment une étape très importante parce que c'est une relation qui va être très, très précieuse tout au long de votre cheminement aux études supérieures. Donc, la direction de recherche, c'est vraiment le professeur, un professeur ou une professeure, qui va diriger vos travaux de recherche, que ce soit pour votre programme de maîtrise ou votre doctorat. Donc, c'est vraiment le directeur de recherche ou la directrice de recherche qui est responsable de votre encadrement. Donc, c'est cette personne-là qui va vous accompagner dans la réalisation et évidemment la réussite de votre projet de recherche. Parfois, dans certains cas, une co-direction peut aussi être identifiée, surtout souvent quand le projet est plus multidisciplinaire, que ça prend une autre expertise. Alors là, une co-direction peut joindre à votre équipe de direction. Avec le support, évidemment, et l'appui de votre directeur de recherche, la prochaine étape va venir. Et puis là, ça va être le moment vraiment de bien définir et élaborer votre sujet de recherche. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va déterminer plus précisément le thème de votre projet. Vous allez déterminer un petit peu plus les questions de recherche, les objectifs, mais aussi, là, on va aller définir un peu plus le cadre théorique, la démarche scientifique, la méthodologie et souvent les échéances et le calendrier. Donc, ça, cette partie-là se fait vraiment en collaboration avec votre direction de recherche. Ensuite, une autre étape très importante pour la FESP, c'est d'établir avec votre direction de recherche un plan de collaboration. Le plan de collaboration est un nouvel outil, pas un nouvel outil, mais un outil qui est maintenant obligatoire à l'Université Laval pour entreprendre là, une maîtrise recherche ou un doctorat. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard sur le plan de collaboration. Lorsque votre projet de recherche est bien défini, bien là, vous allez être prêt
à entamer les différentes démarches administratives et surtout à entreprendre les démarches pour obtenir l'approbation éthique de votre projet. Justement, au sujet de la conduite responsable et éthique de la recherche, l'Université Laval fait évidemment la promotion là, de ce sujet. Et puis, on offre à la communauté, aux étudiants, aux professeurs, différents outils pour faciliter l'analyse des diverses situations, puis de vous aider là, dans la prise de décision et aussi de vous aider dans vos démarches administratives qui touchent à cette question-là. Donc, ici, on a mis un lien Internet sur une page du site de l'Université Laval qui est très, très intéressante, qui va regrouper là, tous les guides, les outils et l'information utile là, sur la question de la conduite responsable et de l'éthique en recherche. On va maintenant parler du grand sujet de l'encadrement. L'encadrement, c'est quoi? Bien, la FESP a défini l'encadrement comme étant l'ensemble des mesures qui sont destinées à favoriser votre réussite étudiante au cycle supérieur. Donc, ça va englober tout le processus, évidemment, qui concerne votre projet de recherche et surtout votre relation avec la direction de recherche, mais aussi l'encadrement va permettre de déterminer un mode de travail, puis l'attribution et la détermination des rôles, les rôles et responsabilités de vous et de votre directeur de recherche. Donc, la FESP accorde beaucoup d'importance à la question de la qualité de l'encadrement, car il s'agit vraiment pour nous d'une des clés de la réussite des étudiants au cycle supérieur. Donc, dans le cadre de cette importance-là qu'on accorde à la question de l'encadrement, on va offrir au corps professoral différents outils, des guides puis des ateliers de formation sur plusieurs sujets qui sont en lien avec la qualité de l'encadrement. Donc, des formations sur, par exemple, l'équité, la diversité, l'inclusion, sur de l'aide à la rédaction, évidemment, toute la question d'éthique du plagiat pour les étudiants en situation de handicap, par exemple. Donc, on accorde beaucoup d'importance à cette question-là de l'encadrement. Un des outils que la FESP propose pour assurer une qualité d'encadrement, c'est le plan de collaboration. Le plan de collaboration, c'est une entente écrite entre vous et votre direction de recherche. Dans cette entente écrite-là, on va notamment établir une organisation du travail, un calendrier du travail pour assurer là, un travail productif et satisfaisant pour les deux parties. Dans le plan de collaboration aussi, on va aller identifier les différents jalons à votre travail d'équipe, parce que c'est un travail qui va se passer sur plusieurs années. Donc, on va aller identifier les grandes étapes à venir. Donc, le plan de collaboration permet de réduire toute ambiguïté sur les rôles et responsabilités de votre directeur de recherche versus les vôtres. Et puis, on croit vraiment que le plan de collaboration vraiment permet de maximiser là, les chances d'atteindre les buts que vous vous êtes fixés avec votre projet de recherche en collaboration avec votre directeur de recherche. Donc, depuis l'automne 2020, le plan de collaboration il est maintenant obligatoire. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est de voir avec votre direction de recherche. Si vous n'avez pas déjà établi le plan de collaboration avec votre direction de recherche, ça se peut pour plusieurs d'entre vous, c'est déjà fait. Mais si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à en parler avec votre direction de programme tout d'abord, qui ont souvent des modèles déjà préétablis d'un plan de collaboration qu'ils utilisent. Sinon, la FESP leur suggère certains gabarits, un gabarit en fait, qui peut être utilisé. Mais les facultés les ont personnalisés souvent à leur programme. Donc, on vous invite là, vraiment à communiquer avec votre direction de programme pour obtenir le plan de collaboration qui est à compléter avec votre direction de recherche. Donc, ça fait le tour pour cette partie-là. Amélie, je te repasse la parole peut-être pour aller un petit peu plus loin dans le processus d'évaluation du mémoire et de la thèse. Oui, merci Marie-Ève. Le processus d'évaluation mémoire et thèse, évidemment, c'est un processus rigoureux qui est supervisé par la FESP. Puis, ce qu'on veut faire un peu aujourd'hui avec vous, c'est de vous montrer ces grandes étapes-là du processus pour que vous puissiez un peu mieux les comprendre puis voir qu'est-ce qui se passe à chacune d'entre elles et comprendre aussi que c'est un processus qui s'échelonne quand même sur quelques semaines. Là. Donc,
D'abord, dire qu'au terme de votre formation à la recherche, tous les étudiants à la maîtrise recherche et au doctorat auront affaire à soumettre pour évaluation un mémoire pour la maîtrise et une thèse au doctorat. Et c'est ça qu'on appelle le dépôt initial. Donc, le dépôt initial du mémoire et de la thèse, c'est par courriel que ça se fait et ça se fait à la FESP. Une fois que vous aurez déposé votre mémoire, fait le dépôt initial de votre mémoire ou votre thèse, c'est là qu'il va s'enclencher une série d'approbations de ce dépôt initial-là. Donc, d'abord, par la faculté des études supérieures postdoctorales, on va valider que votre dépôt initial est conforme. Donc, est-ce qu'il est complet, d'une part? Est-ce que vous avez, oui, déposé votre manuscrit, mais est-ce que vous avez déposé toutes les pièces nécessaires? Par exemple, des formulaires obligatoires selon votre situation. Je donne un exemple. Si vous avez demandé une autorisation pour rédiger votre mémoire, par exemple, dans une autre langue que le français, donc vous devez avoir cette autorisation-là, évidemment, avant de le faire. Et vous devrez, au moment du dépôt initial, déposer également cette autorisation-là qu'on vous a rendue. La FESP va aussi approuver, valider que votre manuscrit répond à tous les critères de présentation. Les règles de présentation, on va en parler un petit peu plus tard dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez, par exemple, votre pagination est conforme? Est-ce que vous avez utilisé des polices de caractère qui sont autorisées? Ce sont toutes des choses qu'on valide. Et une fois que c'est validé, il y aura aussi une approbation du côté de la direction de programme. Donc, votre direction de programme qui va plus s'assurer de valider le dossier de gestion des études, donc s'assurer que vous n'avez pas d'autres éléments qui pourraient venir bloquer, par exemple, la diplomation. Même chose du côté approbation ensuite de votre direction de recherche, valider de leur côté davantage que votre document est à son point d'achèvement qui est prévu dans tout ce qu'on a parlé tout à l'heure avec Marie-Ève par rapport à l'encadrement. Donc, est-ce que c'est vraiment, vous avez fait le dépôt initial de ce qui est entendu? Est-ce que ça correspond aux discussions que vous avez eues? Donc, une fois que ces approbations-là sont complétées, qu'évidemment, le tout est approuvé, et là, bien, il y aura la composition du jury et la désignation des membres de ce jury-là. Donc, qui seront les évaluateurs, les examinateurs qui vont évaluer votre mémoire ou votre thèse. Et évidemment, le jury a un certain nombre de semaines pour faire l'évaluation. Ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de la période de l'année. Évidemment, ils ont plus de temps pour évaluer une thèse, par exemple, qu'un mémoire. Et si c'est une thèse, par exemple, au cours de la session d'été, ils auront plus de temps pour le faire que lors d'une session régulière. Une fois que l'évaluation que les examinateurs ont transmis leurs évaluations à la FESP et qu'évidemment c'est positif, bien, alors vous serez invité à faire le dépôt final de votre mémoire ou encore à vous rendre à l'étape de la soutenance de thèse pour ceux qui sont au doctorat. Une fois que ça s'est fait, donc vous devrez l'approbation du dépôt. Il y a une dernière approbation qui devra se faire, ce dépôt final-là, parce que parfois, il va y avoir des petites corrections à faire, des petites modifications à faire. Donc, la direction de recherche va devoir vérifier le dépôt final, s'assurer qu'évidemment, les corrections qui ont été proposées ont été faites en concordance avec ce qui a été dit. Et une fois ça terminé, ça sera au moment de la diplomation. Donc, vous voyez qu'il y a certaines grandes étapes importantes et si vous voulez vous référer sur notre site web pour les connaître, mais les comprendre aussi, vous avez l'adresse qu'on vous laisse ici. Donc, dans le site de la FESP, vous allez voir tout un onglet mémoire et thèse et c'est là que vous allez pouvoir retrouver beaucoup d'informations. Tout ce qui touche finalement de près ou de loin au mémoire et thèse se trouve dans cet onglet-là, dont les étapes du processus d'évaluation. Mais c'est là aussi que vous allez trouver des outils pour procéder à la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse. Là, on va vous en parler un peu. D'abord, vous dire qu'à l'Université Laval, il y a différents types de mémoires et thèses qui sont autorisés. D'abord, évidemment, le mémoire ou la thèse de facture traditionnelle. Donc, c'est vraiment un manuscrit habituel, là, monographie, qui présente l'ouvrage que vous avez fait, qui présente l'étude que vous avez fait sur le sujet que vous avez choisi. Il y a également le mémoire ou la thèse avec insertion d'articles, donc c'est plus un format hybride. Donc, on va retrouver des chapitres de facture très traditionnels et des chapitres qui prennent la forme d'un article que vous avez rédigé à titre de premier auteur. Et il y a aussi le mémoire ou la thèse par article. Alors, dans ce type de manuscrit-là, c'est chaque chapitre qui est constitué en réalité d'un article que vous avez rédigé à titre de premier auteur. Donc, encore là, vous trouvez sur notre site web la description de ces types de mémoires et de thèses et aussi certaines règles de présentation qui se rattachent à ces différents types aussi.
Et c'est pour ça qu'on vous dit que le site web de la FESP, c'est votre référence parce que vous allez trouver tout ce qui touche aux règles de présentation parce qu'il y en a plusieurs règles de présentation à respecter. Vous devez être conforme à plusieurs de ces règles-là, notamment en vue de la diffusion de votre ouvrage. Tous les formulaires aussi qu'on a parlé un petit peu plus tôt, obligatoires à votre situation, vous allez les trouver sur le site. Donc, et ça vous explique quand vous devez les utiliser. Vous allez trouver également des outils pratiques pour votre rédaction, donc des tableaux synthèse, des aides-mémoires, des gabarits de rédaction qui vont vous aider à être conforme justement dans votre rédaction. Et vous allez trouver tous les outils et toutes les informations sur le dépôt initial, quand vous devez le faire. Est-ce qu'il y a des dates limites auxquelles je dois me conformer durant la session à laquelle je souhaite faire le dépôt initial, par exemple. Et également des informations sur la soutenance de thèse pour ceux qui ont cette étape-là de soutenance. Donc, présentement, savoir que nous sommes en soutenance de thèse en ligne, étant donné la situation. Donc, on vous explique comment ça se déroule, la soutenance en ligne. Je vous en parlais tout à l'heure un peu des outils pratiques pour la rédaction du mémoire ou de la thèse. Donc, on vous met un peu ici une liste de ces outils pratiques-là qui sont essentiels, je pense, à consulter avant d'entamer votre rédaction, mais aussi un peu tout au long de votre rédaction. Par exemple, les listes de contrôle sont pratiques pour ça parce que ça va vous, selon le gabarit ou le type de mémoire ou de thèse que vous allez faire, selon les outils, les patrons que vous allez utiliser, les logiciels utilisés, bien, ça va vous donner vraiment tout ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas oublier, évidemment, pour éviter des délais supplémentaires une fois que vous allez faire le dépôt initial de votre mémoire ou votre thèse. Même chose pour l'insertion d'articles. Il y a beaucoup de règles de présentation qui sont très, très précises pour les articles. Et bien là-dessus, vous allez les retrouver. Gabarit de rédaction, même chose, très intéressant. Vous pouvez prendre un gabarit de rédaction, le télécharger et tout simplement faire la rédaction en utilisant ces gabarits-là. Ça va vous aider à être conforme. Pour de l'aide à la rédaction, évidemment, on vous parle depuis tout à l'heure de notre site. Donc, vous référez à notre site et la première étape à faire. Si vous avez une situation particulière, une question très, très précise, vous ne trouvez pas la réponse, bien évidemment, vous pouvez consulter l'équipe de la FESP par courriel, par téléphone. On est toujours disponible pour répondre à ce type de questions-là. Mais il y a aussi d'autres sources d'informations qui peuvent vous aider à votre rédaction. Par exemple, les séances d'information sur les règles de présentation. Mais il y a d'autres séances d'information aussi sur d'autres enjeux, mais toujours en lien avec la rédaction, par exemple, le droit d'auteur, pour ne citer que cet exemple-là. Donc, vous pouvez vous référer à notre site sur notre page web diffusion. Vous allez trouver à ce moment-là toutes les séances qui auront lieu ou les séances qui ont eu lieu avec l'accès à des rediffusions. Il y a aussi l'Allier qui propose des retraites de rédaction en collaboration avec la bibliothèque et avec la FESP. Ces retraites de rédaction-là vous permettent un peu de briser l'isolement, de vous mettre en action aussi. Et présentement, ce sont des retraites en ligne qui sont offertes à plusieurs moments dans l'année. Il y en a une d'ailleurs, à ma connaissance, vous pourrez aller sur le site de l'Allier, mais il y en a une sur ce samedi et lundi prochain. Et il y a aussi des retraites de rédaction par Taisez-vous auxquelles vous pourriez vous joindre. Maintenant, on va passer plus au passage bourse et soutien financier. C'est Marie-Ève qui pourra vous en parler. Oui, merci Amélie. C'est sûr que les bourses et le soutien financier, c'est un élément très important là, de votre réussite aux études supérieures. Ça vous permet, là, quand vous obtenez le financement pour poursuivre vos études supérieures, ça vous permet là, de vous concentrer sur vos études. Donc, il existe différentes possibilités de financement et différentes voies pour obtenir des bourses, différents programmes. Donc, on va essayer de voir ensemble là, les principaux programmes de bourses qui sont offerts à l'Université Laval. Donc, la FESP, elle, met à l'avant le programme de bourse de réussite qui est en fait des bourses qui sont attribuées aux étudiants de la maîtrise et du doctorat au fur et à mesure du franchissement des différentes étapes de votre programme d'études selon un calendrier là, déterminé. Donc, la FESP est responsable de ce programme-là, mais c'est les facultés qui vont désigner, qui vont élaborer des plans d'attribution des bourses de réussite parce qu'ils sont adaptés à leur programme d'études. Donc, pour connaître le plan d'attribution des bourses de réussite de la FESP, mais pour votre programme d'études à vous, on vous invite évidemment à communiquer avec votre équipe de gestion des études pour connaître le plan.
Sinon, sur le site de la FESP, il y a des liens là, vers chacune des facultés. Ensuite, l'Université de Laval offre différents programmes de bourses. Je pense, entre autres, et des bourses spécifiques là, pour les étudiants au cycle supérieur. Je pense, entre autres, à la bourse d'admission doctorat, qui est une bourse de 2 000 offerte à tout étudiant qui commence un nouveau programme de bourse de doctorat. Pour les étudiants étrangers, eux, ça prend la voie de l'exemption des droits de scolarité supplémentaires au doctorat. C'est-à-dire qu'un étudiant étranger qui poursuit un doctorat à l'Université Laval peut recevoir l'exemption des droits de scolarité supplémentaires et ainsi payer là, les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois. Il y a d'autres programmes de bourse qui sont offerts par l'Université Laval, dont les bourses de leadership et d'engagement, les bourses citoyennes et citoyens du monde. Il y a des bourses aussi qui sont offertes via la Fondation de l'Université Laval. Toute l'information sur ces programmes de bourses-là vont se retrouver sur le site du Bureau des bourses et de l'aide financière, dont on vous a mis l'adresse plus bas. Le Bureau des bourses et de l'aide financière met à la disposition des étudiants un répertoire de bourses qui est comme un moteur de recherche, en fait, qui va vous permettre là, de faire une recherche sur les différents programmes de bourses qui sont offerts avec différents indicateurs, soit votre citoyenneté, votre cycle d'études, votre programme d'études. Donc, ça va vous permettre d'avoir un portrait plus personnalisé des programmes de bourse pour lesquels vous pourriez être admissible. Il y a même l'option aussi de vous les mettre en favori et de recevoir un rappel là, quand la date limite approche. Donc, je vous invite vraiment là, à aller consulter le répertoire des bourses sur le site du Bureau des bourses et de l'aide financière. Une autre source de financement pour les étudiants au cycle supérieur, c'est évidemment tous les programmes de bourses d'excellence des organismes subventionnaires. Les organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux, eux, ont comme mission d'appuyer la recherche, mais aussi la formation à la recherche. Donc, ils vont offrir différents programmes de bourses selon différents domaines de recherche. Les sciences naturelles, les sciences humaines, la santé. Donc, la particularité, c'est que c'est des programmes de bourse d'excellence pour la plupart qui vont nécessiter, dans certains cas, une présélection par les universités pour pouvoir appliquer au concours national. Je vous dirais que la plupart des concours des bourses des organismes subventionnaires se tiennent à l'automne. Donc, encore une fois, le calendrier est disponible aussi sur le site du Bureau des bourses et de l'aide financière. La FESP intervient dans les bourses d'excellence des organismes subventionnaires parce que c'est nous qui siégeons et qui présidons les comités de sélection internes à l'Université Laval. Donc, c'est nous qui sommes responsables de désigner les professeurs et qui vont procéder à l'évaluation des dossiers et de présider ces séances-là de sélection. Donc, ça nous a permis d'avoir une certaine expertise sur qu'est-ce qu'un bon dossier de bourse, comment présenter un bon dossier de bourse. Donc, on en est venu à développer un guide qu'on nomme le guide pratique pour une demande de bourse d'études supérieures ou pour un stage postdoctoral. Ce guide-là est disponible sur notre site Internet au lien qui est indiqué là, ici. C'est un guide pratique qui va vous expliquer là, comment vraiment faire une bonne recherche de bourse, quels sont les principaux critères d'admissibilité, les critères de sélection, comment les comités sont constitués, et puis comment compléter une demande, quoi mettre dans une demande de bourse, comment obtenir les lettres de recommandation. Donc, c'est vraiment un guide pratique qui va vous permettre qui va vous accompagner là, dans vos démarches de demande de bourse. Il existe, au-delà des bourses de la FESP, des bourses de l'Université Laval et de la Fondation et des bourses des organismes subventionnaires, il existe toutes autres sortes de possibilités pour financer vos études au cycle supérieur. Donc, vraiment, moi, je vous conseillerais d'effectuer une recherche. Je l'ai dit plus tôt, sur le répertoire des bourses du BBAF pour faire une recherche vraiment en fonction de vos critères, mais aussi sur le site de votre faculté et de votre programme d'études, mais beaucoup sur le site si vous êtes associé à un centre de recherche, de faire une recherche sur le site de votre centre de recherche qui parfois vont faire des programmes de bourse vraiment spécifiques à votre domaine de recherche. Ensuite de ça, évidemment, il y a le programme des prêts et bourses du gouvernement du Québec qui peut vous donner un bon coup de main là, pour faire vos études. Et évidemment,
la possibilité là, d'avoir un emploi pendant que vous étudiez. Donc, le site du service de placement là, va vous aider évidemment dans vos recherches d'emploi, que ce soit par différents programmes là, de travail-études, par exemple. Donc, je retourne la parole à ma collègue Amélie pour le développement des compétences professionnelles. Oui, merci Marie-Ève. La FESP a développé au cours des dernières années une offre de 11 cours qui s'adresse spécifiquement aux doctorantes et aux doctorants et qui est axée sur le développement des compétences professionnelles et pour favoriser l'employabilité. Ce sont tous des cours de 1 crédit offerts gratuitement également par la FESP. C'est des cours qui vont explorer différents aspects de l'insertion professionnelle, qui vont vous mettre aussi, pour les gens de doctorat, dans un contexte d'échange, d'interdisciplinarité. Vous allez côtoyer des gens de complètement d'autres disciplines. Et tout ça est fait avec des cours en ligne, évidemment, pour le moment, et dans un contexte de pédagogie active, inclusive aussi. Il y a plusieurs thèmes qui sont explorés dans ces cours-là et ce sont tous des compétences professionnelles considérées comme des clés importantes pour insérer le marché du travail. Par exemple, la mise en valeur de votre potentiel professionnel, on pense avec la gestion de projet, l'impact de vos communications orales, écrites également, le savoir agir en recherche, tout ce qui est compétences intra- et interpersonnelles, le développement de votre fibre entrepreneuriale aussi, par exemple. Et il y a 3 cours de pédagogie universitaire pour ceux qui se destinent plus à un cheminement là, universitaire, donc l'enseignement, par exemple. Donc, il y a 3 cours de pédagogie qui s'adressent un peu plus dans ce contexte d'enseignement universitaire. Et ces cours-là, bien, pourquoi ils ont été développés et pourquoi, surtout, ils sont offerts uniquement au 3e cycle? Il faut dire que ce programme-là a été une réponse directe aux préoccupations et aux recommandations là, formulées par diverses instances. Les universités au Québec, notamment, là, il y a de plus en plus de doctorants et de doctorantes qui vont sortir de l'université. Et puis, la voie prisée, là, auparavant, qui était l'enseignement, la recherche, bien, ça existe encore, mais il y a plusieurs autres avenues professionnelles qui se dessinent pour les doctorants et les doctorantes. Et comment mettre en valeur le doctorat, comment justement élargir les horizons professionnels de ces gens-là. Ben, c'est une réponse à ça, cette offre de formation-là, pour savoir un peu plus comment aller vers d'autres avenues professionnelles que celles qui étaient prédestinées auparavant. Donc, je vous invite à aller sur le site de la FSP encore. Il y a un micro-site sur les cours des VP. On vous explique tous les cours. On vous dit exactement dans quelle session ils sont offerts. Il y a à peu près 4 ou 5 cours qui sont offerts aux sessions régulières, été, hiver, et il y a toujours quelques cours qui sont offerts également à la session automne-hiver et quelques cours qui sont offerts à la session d'été. Maintenant, je passerai plus à l'aspect des guides et des outils essentiels à connaître. Donc, on en a parlé de plusieurs là, dans la présentation, à commencer par le guide de cheminement à la maîtrise, recherche et doctorat que Marie-Ève vous a parlé dès le début. Ben, si vous êtes à la maîtrise, recherche ou au doctorat, c'est un ouvrage qu'on vous incite évidemment à consulter, qui se trouve sur notre site Internet. Il y a aussi le guide pour choisir sa direction de recherche. Quels sont les questionnements, les réflexions que vous pouvez avoir? Comment déterminer quelle direction de recherche qui pourrait mieux convenir peut-être à vos aspirations, à vos champs d'intérêt? Avec la situation actuelle, avec la pandémie, un guide sur les activités de recherche à distance s'imposait. Donc, vous pouvez vous référer à ce site-là pour mieux comprendre un peu, savoir quelles possibilités vous avez pour faire certaines activités, évidemment, de la maison. Le guide que Marie-Ève parlait tout à l'heure sur la demande de bourse. Et on a parlé aussi de la soutenance de thèse qui se fait en ligne présentement. Donc, il y a eu un guide qui a été développé très, très récemment sur la soutenance en ligne. Il est aussi disponible en anglais. Donc, ça vous dit un peu à quoi vous attendre dans le cadre d'une soutenance qui se fait en ligne, quels sont les éléments à ne pas oublier, à penser. Donc, ça vaut la peine de le consulter. Et le plan de collaboration qu'on a parlé tout à l'heure qui est maintenant obligatoire. Il y a différentes sources d'informations que vous pouvez vous référer en tout temps dans votre cheminement et qui est important de connaître pour être à l'affût de tout ce qui pourrait vous concerner. Le site de la FESP, plus particulièrement la page sur les webdiffusions pour avoir accès à toutes les activités qui vous sont offertes.
Appui à la réussite, ça c'est notre section dans notre site qui va rassembler tous les guides qu'on parlait tout à l'heure, qui vont parler aussi des bourses, du soutien financier, qui vont parler des cours de développement des compétences professionnelles. Il y a aussi une infolettre maintenant de la FESP qui s'adresse à tous les étudiants des deuxième et troisième cycles. Donc, vous la recevez 2 fois par session. Là-dedans, on vous incite à la lire parce que vous allez retrouver beaucoup d'informations sur divers sujets qui vous touchent. Et aussi, une chaîne YouTube là, qui a été créée. Et même chose qu'avec la page des web-diffusions, vous allez vous retrouver des activités à venir, mais aussi des activités qui sont passées, que vous avez peut-être manquées et que vous voulez revoir. C'est très pertinent d'aller la consulter. Donc, si vous avez des questions d'ordre général, vous souhaitez par rapport à votre cheminement, ou, vous pouvez nous écrire à FESP, à commercial FESP. Et si vous avez des questions plus spécifiques, comme on disait tout à l'heure, sur le secteur mémoire et tête, qui concernent soit votre rédaction, soit l'évaluation, vous écrivez, vous pouvez nous appeler bien sûr, mais vous pouvez nous écrire à évaluation à commercial FESP. On vous répond rapidement. Donc, je sais que avant de terminer, on vous souhaite évidemment une bonne rentrée. Ça commence bientôt. On vous souhaite une belle session d'hiver, puis on vous remercie pour votre écoute. On va